Bonjour et bienvenue dans cette présentation du Demand Planning de IBP. Et aujourd'hui, spécialement, nous évoquerons une affaire d'animaux dans ce cadre des prévisions. Mais avant de rentrer dans la présentation, peut-être quelques mots sur l'entreprise. Donc Teamwork est un groupe de 800 employés et 110 millions de chiffres d'affaires répartis dans le monde au travers de 17 sites. Ce qui nous permet de suivre nos clients internationaux en termes de maintenance, mais également d'implémentation de solutions. Dans Teamwork, nous avons une équipe spécialisée dans la supply chain et en particulier les applications supply chain. Nous nous occupons de SAP IBP, des implémentations de la maintenance de SAP IBP, mais également de S4HANA, en particulier sur le module PPDS, et également nous avons des gens certifiés dans le domaine du DDMRP, Demand Driven MRP. Voilà. Nous avons également quelques productions personnelles grâce à notre Teamwork Lab et également, un point important, l'ensemble de nos consultants de cette pratique supply chain sont certifiés de l'APIX en tant que CPIM. Ici, quelques références de nos premières implémentations IBP. Nous sommes actifs sur IBP depuis 2016, donc ça commence déjà à faire 4 ans. Hein. Et nous avons à notre actif un certain nombre d'implémentations, de POC et d'audits dans ce domaine-là, avec des implémentations majeures telles que Glendimplex, ou Givaudan ou Gitect, et Lint également, les chocolats Lint en France. Voilà, des implémentations. Bien entendu, notre activité n'a pas démarré il y a 4 ans, elle a démarré en 2001 et de fait, nous avons aussi une large expérience au travers des solutions précédentes de SAP qui s'appelait SCM et ici quelques clients représentatifs de ces clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait SAP IBP revue et corrigée, ou en tout cas améliorée ou mise en place grâce à StepIn, notre proposition qui est une préconfiguration de SAP IBP dans 3 processus particuliers que sont le SNOP, Demand Planning et Supply Planning. Aujourd'hui, le focus sera Demand Planning et les animaux. Et sachez que StepIn est également disponible et adapté dans les secteurs industriels que sont le CPG, la chimie, la fabrication discrète et le pharmaceutique. Voilà. Quand il est question de demand planning, en fait, il faut comprendre que ça fait partie d'une image de planification plus globale, laquelle implique un certain nombre d'autres processus tels que le business planning, qui définit la vision à 2, 3, 4 ans de l'entreprise, mais également à assez court terme pour ce qui est du budget annuel. Nous avons le Sales and Operation Planning, le plan industriel et commercial en français. Ensuite, le plan directeur de production, le DRP. Tout ça sont des étages de planification du monde planning. Et sur la gauche, qui va être notre focus aujourd'hui, nous avons le Demand Planning qui consiste à effectivement calculer les prévisions de vente, de fabrication, qu'il est bon ensuite d'intégrer dans ces différents modules de planification comme étant la constante, la variable qu'il va falloir suivre en termes de planification. Concernant précisément le demand planning, nous avons un certain nombre d'étapes qui ont été paramétrées dans StepIn for IBP, pour IBP. Ces étapes sont relativement conventionnelles, elles font appel aux best practices de l'APIX et déroulent en fait un processus demand planning en 7 étapes. Que voilà, donc dans un processus demand planning standard, ou en tout cas relié aux best practices, il est question tout au début d'intégrer des données pardon, des données d'actuals, on dit en anglais, d'actuals, de données de master data. Ceci s'appuie sur une intégration paramétrée dans StepIn qui nous permet d'aller aspirer ces données qui, dans ECC ou dans S4, éventuellement dans des ERP externes. Et principalement, nos activités nous emmenaient à travailler dans des environnements ECC S4. En deuxième étape, la proposition d'un demand planning est de venir corriger ces historiques. Donc, cette correction consiste à aller détecter un certain nombre de points manquants ou de points aberrants et d'en faire la correction de façon à préparer les données afin qu'on puisse ensuite établir une prévision statistique qui prend place en étape 3. Cette étape 3 est justement l'établissement d'une prévision de référence
laquelle fait appel à des algorithmes riches que propose IBP Standard. Et donc là-dessus, nous avons associé une logique, une démarche de prévision par cluster, également dite des animaux. Suite à cette obtention de la prévision de référence, il va s'agir d'enrichir cette prévision avec des inputs des forces commerciales, du marketing, des prévisions collaboratives clients, des promotions éventuellement, qui permettent finalement d'enrichir une prévision statistique plus des événements bien connus et maîtrisés de l'entreprise afin de les combiner ensemble et de finaliser un consensus qui lui devient la cible à atteindre pour le monde du planning. Et donc derrière cette finalisation du consensus, va s'opérer un transfert vers le planning, lequel retourne effectivement soit dans ECC, soit dans S4. Et dans le cas d'implémentation complète entre IBP Demand et IBP Supply, en utilisant Step In, vous allez bénéficier des prévisions de Demand directement dans Supply de Step In. Et puis, bien entendu, un processus tel que celui-ci est assez chahuté par la variation de la demande, par l'instabilité d'un certain nombre de paramètres, qui fait que on a une nécessité dans le demand planning de toujours garder un œil sur les indicateurs de performance, sur les tableaux de bord et savoir exactement de quelle manière vous vous benchmarkez par rapport à vos compétiteurs éventuellement sur le marché. Et on parle ici souvent de demand plan accuracy, de forecast accuracy, qui sont des termes anglais, mais relativement connus, et sur lequel il va falloir effectivement s'attacher à suivre ces évolutions pour être toujours au mieux de ce que vous pouvez faire. Alors, concernant maintenant, je vais faire un focus aujourd'hui donc sur l'étape 3, qui est l'obtention de la prévision de référence, qui est essentielle pour ce qui est des enrichissements. Il faut bien comprendre que cette prévision de référence va être une image donnée aux vendeurs, par exemple, des forces de vente, pour leur dire voilà ce que je pense que tu dois vendre avec tel client sur tel produit. Ça, c'est important. Et donc, le vendeur ensuite va enrichir en disant non, moi, je pense que ça va être un peu différent. Et de la même façon, pour les prévisions clients, vous allez recevoir des prévisions clients. Et cette prévision de référence va vous permettre de benchmarker ce que vous envoie votre client, vos clients, et de voir s'il y a vraiment un gros divorce de quantité entre votre prévision que vous imaginez statistique et puis ce que vous renvoie vos clients. Donc, cette prévision de référence, toute sa complexité, c'est quoi? C'est de la calculer. Et souvent, cette prévision, elle est statistique. Elle peut être bien entendu totalement manuelle, entrée manuellement dans le système. Mais elle est souvent, et elle est préconisée d'être statistique, c'est-à-dire dépassionnée. On enlève la passion du calcul. Et les questions qu'on se pose quand on calcule cette prévision, c'est à quel niveau d'agrégation il va falloir l'effectuer. Et dans les best practices, on mentionne bien que le plus vous êtes agrégé, le meilleur sera la statistique. Donc, faire une prévision par client, produit, site, à une maille assez détaillée, vous allez obtenir une qualité de prévision qui est inférieure au fait de le faire au niveau produit, par exemple, multi-client. Donc, de la même façon sur l'axe du temps, faire une prévision en semaine est peut-être nettement de moindre qualité que de la faire au mois. Voilà, alors donc on a la capacité dans IBP, bien entendu, de calculer ces prévisions et de choisir les objets sur lesquels on va explicitement les appliquer, ces algorithmes. C'est-à-dire choisir un article et un client et vouloir faire la prévision sur cet article client. Okay, ça, c'est la première méthode. Alors, bien entendu, ce qu'engage cette première méthode, c'est que vous allez devoir gérer individuellement chacun de ces objets. Si on part sur l'idée d'un produit client étant la définition sur laquelle vous souhaitez faire votre prévision, 1000 clients, 1000 produits, ça commence à faire 1 million de combinaisons possibles. Et donc, vous comprenez là, à ce moment-là que l'assignation d'un modèle de prévision à l'ensemble des couples produits-clients devient fastidieux, voire même infaisable. Donc, voilà les questions qu'on se pose quand on utilise la première méthode. Voilà. D'autres points sur cette méthode-là, c'est comment organiser les jobs de nuit. C'est un processus de sélection, d'appairage entre ce couple et l'algorithme permanent. Okay, et donc, on a effectivement des grosses difficultés quand il s'agit d'avoir de gros volumes. Ensuite, sur la deuxième, et c'est la proposition des animaux, cette deuxième méthode part sur le principe que vous allez segmenter suivant un certain nombre d'axes qui sont relevant de significatifs de votre business.
vous allez segmenter la vie de vos articles. Admettons, si je reprends l'exemple ici, produit client, vous allez segmenter cette activité produit client par rapport aux actuels qui ont été réalisés et déterminer la sporadicité de la demande, la tendance de la demande, la saisonnalité de la demande, la variabilité de cette demande. Et donc, vous allez en fait définir un certain nombre de clusters au croisement de ces segments, volatilité, sporadicité, life cycle factor, par exemple, cycle de vie, et dire sur ce petit cube, je pense que le meilleur algorithme, c'est tel algorithme de prévision. L'intérêt de cette méthode, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin d'expertise statistique au long cours. Effectivement, tout au début, quand on implémente cette solution, il va falloir peaufiner les algorithmes qui vont en face de chacun des clusters, les clusters autrement dit animaux. Et ensuite, le système va automatiquement faire évoluer l'appartenance d'un objet à un de ces clusters en fonction de l'activité propre de ces objets, de ces articles clients. Un article client, au début, il est plutôt amorphe, par exemple, plutôt amorphe. Ensuite, le client commence à apprécier votre produit, il va commencer à le commander fort, et ensuite, il va y avoir probablement une tendance parce que le client en fait la promotion. Voilà. Et l'idée, c'est que l'algorithme de prévision au début de la vie de cet article chez ce client est largement et pas du tout adapté une fois que le client commence à bien le consommer et voire même à le mettre en avant. Donc, voilà. Donc, cette logique-là était extrêmement intéressante. Et si je prends un exemple plus imagé, justement, avec des animaux, suivant deux axes, admettons que je prenne une segmentation par l'importance de l'article en termes de chiffre d'affaires versus la volumétrie, d'accord, la fréquence de consommation de cet article. Donc, on peut définir autant d'axes que l'on veut. Ici, j'en ai mis 2, mais il peut y en avoir 3, 4, 5. Okay, on va comprendre qu'en fait, effectivement, quand on a un article qui est fortement volatile, et puis qui a peu d'impact en termes de chiffre d'affaires, peut-être qu'on peut sélectionner des algorithmes de prévision simples versus ceux qui nous rapportent beaucoup et qui sont assez comment dire, assez volatiles, on va dire les tenir à la culotte, les maintenir à la culotte et leur ajuster un profil très nerveux qui va permettre de suivre les dernières évolutions de consommation de l'article. Voilà. C'est cette notion-là qui est développée dans Stepin et qui vous permet effectivement, basé sur plusieurs segmentations, de définir des clusters et d'associer à ces différents clusters les meilleurs algorithmes, les algorithmes les plus adéquats. Voilà. Donc, si je prends un exemple ici d'une table qui va représenter l'ensemble des segments, on part sur 3 segments qui sont la volatilité XYZ, la sporadicité et le cycle de vie. Grâce à un automatisme de calcul fait dans IBP, on va pouvoir assigner à un produit client, un produit site, qu'importe, en fait, un niveau de volatilité X, c'est plutôt flat, c'est plutôt tranquille. Y, ça commence à bouger. Z, c'est relativement volatile. Dans le même temps, on peut avoir effectivement un article qui est commandé par les clients de façon continue tous les mois. Par contre, avec éventuellement intermittent, c'est-à-dire un certain nombre de périodes dans l'année, il est commandé, puis finalement, mais pas tout le temps, pas continu, ou carrément sporadique. Ici, le sporadique, c'est typiquement les pièces de rechange, dans des business pièces de rechange, on a une demande très sporadique. Voilà. Et de la même façon, on va pouvoir segmenter nos articles suivant leur avancement dans leur cycle de vie, le lancement, la maturité, la fin de vie, et puis, alors, en parenthèse, la mort de l'article. Et du coup, grâce à notre approche, vous allez pouvoir, en fonction de ce cluster, par exemple ici où on voit du peu volatile, demande continue et on est en lancement, de se dire qu'on va considérer un historique de 12 mois, ça ne sert à rien d'aller en amont de 12 mois puisqu'il est en lancement, d'accord. Et puis, on va peut-être se mettre à une granularité du mois et choisir l'algorithme qui va bien, comme par exemple une régression linéaire. Voilà. Donc là, effectivement, Teamwork va vous aider à calibrer les algorithmes en fonction des clusters pour que ensuite vous ayez une prévision automatisée, une assignation au cluster automatisée par IBP, par notre proposition. Voilà. Bon, l'étendue du travail sur un ensemble de segmentation comme celui-ci, où on a 3 axes, ça fait 36 clusters. C'est-à-dire il faudra imaginer 36 modèles, éventuellement les mêmes,
et on va le voir dans la solution dans un instant. Donc c'est un effort initial, et ensuite c'est tout bénéfice, puisqu'ensuite les articles vont muter d'un cluster à l'autre en fonction de leur propre activité, et c'est tout l'intérêt de la méthodologie, de ne pas avoir à continuellement revenir sur la mise à jour de l'assignation du bon modèle en fonction de l'article, parce qu'on a noté une récente évolution, et je prendrai à titre d'exemple le Covid qui a bouleversé pas mal des applications d'event planning, justement par le fait qu'il y a eu des grosses perturbations absolument inattendues. Voilà. Très bien. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en présentation. Ici, nous nous trouvons dans IBP. IBP, c'est une solution qui se présente finalement suivant deux présentations. Il y en a une qui a trait à Fiori, okay, dans laquelle, dans Fiori, on va retrouver les fonctionnalités qui permettent de configurer IBP, en particulier par exemple Step-in pour IBP, de configurer, de faire du reporting, de gérer les travaux batch. Et d'une autre façon également, les utilisateurs vont avoir accès aux données et manipuler les données de IBP grâce à Excel. Je vais tout d'abord commencer sur la partie Fiori et donc faire un petit focus pour le sujet d'aujourd'hui qui est le demand planning. Donc je vais me mettre dans le demand planner, voilà, le demand planner c'est ici. Donc un certain nombre d'applications, de tuiles qui vont nous permettre de gérer d'une part les modèles de prévision. Donc, évidemment, avec les animaux ou sans les animaux, il va falloir maintenir un certain nombre de modèles de prévision. Si je rentre dans celui-ci, ici, je suis associé à notre step-in pour demand, et vous trouvez ici un certain nombre de modèles que j'ai paramétrés et qui permettront ensuite de définir les comportements statistiques purs des différents clusters. Donc là, par exemple, un Croston. Croston est un excellent modèle pour tout ce qui est demande sporadique, par exemple. Et donc, on va retrouver ici un Croston sur un certain nombre, sur 36 mois de passé, 12 mois dans le futur. Et donc, le forecasting step se trouvera être un modèle Croston sur lequel j'ai décidé d'avoir un alpha. Et c'est effectivement dans le calage initial de ces modèles de prévision que Teamwork va vous aider à déclencher à démarrer cette initiative des animaux. Okay. Bon, des modèles, il y en a autant que vous en voulez, c'est des choses qu'on crée ici dans cette tuile IBP. Okay, bon, j'en ai pris, je vais peut-être prendre un autre, une régression linéaire, un naive forecast. Naive forecast intéressante, c'est une des meilleures prévisions. Elle consiste à copier le passé dans le futur, et on dit que grosso modo, on a 95% d'efficacité avec une naive forecast sur des articles plutôt stables. Effectivement, pourquoi pas, hein, même si ça semble un petit peu simpliste, ça donne de bons résultats. Pour autant, il y a des jolis algorithmes également bien mathématiques, comme l'ARIMA, SARIMA. D'accord. Et donc, si je vais ici dans le forecasting step d'un modèle, ici, on va retrouver ARIMA, SARIMA. Juste pour indication, avant que je passe à la suite, quand on associe ou quand on intègre les modèles de prévision, Step-in vous permet d'accéder à l'ensemble des modèles de prévision que propose SAP, IBP, bien entendu. Hein. Il n'y a pas de restriction là-dessus, c'est de votre choix. Voilà. Et en l'occurrence ici, un ARIMA, SARIMA, lequel va vous donner un certain nombre de paramètres, exposer un certain nombre de paramètres qui permettent de caler ce modèle de prévision. En deuxième étape, on va dire, de mise en place des clusters, des animaux, il va falloir assigner les modèles de prévision à vos objets, ce que j'ai évoqué dans ma présentation. Donc, ici, l'opération consiste en fonction du cluster, et on voit ici l'exposé des clusters, hein, end of life, désolé pour l'anglais, not applicable, et puis c'est du variable, end of life sporadique, et puis c'est pas variable, end of life sporadique, et c'est très variable, etc. Donc là, c'est les différents clusters qu'on a déterminés, donc il y en a un certain nombre. Okay. On va donc aller associer un modèle de prévision. Donc par exemple ici, si vous êtes en fin de vie, c'est largement variable, et puis il n'y a pas de sporadicité qui a été détectée, finalement on dit il n'y a pas de forecast. Finalement, ça ne fait pas de sens de faire une prévision. Pour du sporadique, fortement variable, etc., pareil, parce qu'on est un end of life, peut-être que sur du fin de vie, mais en continu et relativement souple, on peut continuer à faire une prévision, mais cette fois-ci, comme on est en fin de vie, on va considérer que 6 mois d'historique et faire une
une moving average, une moyenne mobile, tout simplement. Okay. Si je prends un autre exemple, par exemple, dans le cas où l'article est mature, c'est-à-dire qu'il est en pleine activité, il est mature et il est continu et il est relativement variable, mais pas trop. On peut peut-être imaginer qu'un modèle Arima-Sarima soit le bon. Voilà. La logique ici d'assignation est toute simple. Hein. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Hop là, pardon, excusez-moi. Vous sélectionnez les différents clusters et rien ne vous empêche pour plusieurs clusters des animaux d'associer un modèle identique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a 36 clusters qu'on a 36 modèles différents. On peut en avoir. Nous avons des clients où ils n'ont que 6 modèles, tout simplement. Voilà. Puis admettons que sur cela, je souhaite faire du linear regression. Et donc là, maintenant, j'ai du linear regression sur ceux que j'ai sélectionnés. Voilà. Voilà. Ici, c'est l'ensemble de ce qui permet de mettre en place la logique des forecast, clustered forecast. Bon, là, ici, c'est la configuration, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais ce qu'il y a derrière ici, c'est effectivement la façon dont on demande à IBP de calculer les X, Y, Z, le life cycle et la sporadicité. Ceci sont des formules paramétriques qu'on peut adapter pour chacun de nos clients en fonction de leur propre vision de ce que c'est la sporadicité ou bien de la saisonnalité ou de la tendance, hein, qu'importe. Ici, c'est complètement ouvert. Voilà. Donc, en termes de préparation du travail, c'est fait. Une mise en place d'un cluster de forecast, on va parler d'une poignée de jours. Hein. Et puis, des résultats tout de suite. Et ensuite, on va maintenant passer dans Excel. Donc ici, nous sommes dans Excel, qui est la deuxième surface d'utilisation de IBP et qui permet à l'utilisateur de gérer les données. Donc là, ici, dans Excel, on retrouve un ruban SAP IBP qui nous permet d'avoir un certain nombre de commandes qui vont permettre d'interagir sur la zone de travail d'IBP. Dans IBP, les données sont présentées aux utilisateurs sous forme de planning view. Et donc, il suffit d'aller les chercher suivant des templates, des modèles en français. Et donc, StepIn vous propose un certain nombre de templates qui vont en fait suivre le cycle de demand planning tel que je vous l'ai évoqué juste avant. Donc, par exemple, historic cleansing, lorsqu'il est question d'aller faire des retouches de nettoyage historique dans la mesure où le nettoyage automatique de IBP ne suffirait pas. On peut en plus, grâce à StepIn, venir ici et définir des corridors de nettoyage sur lesquels ensuite ici, d'un article à l'autre, vous allez pouvoir lancer un nettoyage purement local ici, comme je viens de le faire ici, et sauvegarder le résultat. Alors, il est clair que le nettoyage de l'historique est extrêmement important quand il s'agit de faire une prévision statistique qui vient juste après. Parce que effectivement, la prévision statistique n'aime pas bien les données complètement erratiques et n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante. Okay. Donc le deuxième des écrans que je souhaitais vous présenter, ça va être la prévision statistique, la projection de prévision, où là, on parle bien de l'établissement de la prévision de référence qui ensuite deviendra l'image pour les prévisions des vendeurs, pour les prévisions collaboratives des clients, qui pour les promotions, etc. Je vais en rester ici pour l'instant à la notion de prévision, la baseline en anglais, prévision de référence. Et voilà. Et donc, cet écran est bien entendu un peu différent puisqu'il s'agit de faire une prévision. On va se retrouver ici avec une représentation en fonction de ma sélection. Je peux avoir de multiples sélections. Ici, j'ai demandé une sélection sur un article et on voit ici qu'il est associé au client. Donc, on s'apprête à faire une prévision par article client. On a un certain nombre d'informations importantes quand il s'agit de faire une prévision et d'extrapoler en fonction du passé le futur. Et l'idée ici, c'est d'aller calculer une prévision statistique, sur la base d'un historique corrigé que l'on a vu juste dans l'écran précédent et qui nous permet d'obtenir cet historique corrigé. Donc ici, nous avons un article qui est relativement historique, relativement sporadique, on va dire. Là, ici, c'est un article un peu moins sporadique, probablement un peu intermittent. On voit qu'il y a des trous. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, un article chez un client, ici, pareil, c'est du sporadique. Si je vais chez un autre client, etc. Donc, on voit une jolie demande relativement stable, peut-être avec un petit peu de saisonnalité. Voilà. Donc, ce qu'on remarque également dans cette vue, c'est qu'en fait, on travaille par article client et que nous avons juste affiché, pour la compréhension de cette présentation, les différentes segmentations de ce couple.
Okay, là, pour l'instant, on a un article qui est sporadique, qui est stable et qui est mature. Alors effectivement, je pense qu'on peut guère dire autre chose qu'il est sporadique. Quand on regarde le passé, oula, ça bouge. Okay. Quand on va maintenant demander à IBP de faire le calcul statistique, bien entendu, on peut aller lancer un calcul statistique en arrière-plan, c'est-à-dire en masse, sur une grosse sélection, mais là, je vais le garder justement, je vais vous montrer la façon de faire une simulation, c'est-à-dire à la volée, dans l'écran Excel, pouvoir appeler un de ces algorithmes. Et on voit ici que sur les statistiques, on peut sélectionner des modèles que l'on a vu tout à l'heure sur la surface web. On peut même aller en choisir encore plus si on se met ici dans le cadre des prévisions statistiques et on voit tous les modèles qu'on voyait tout à l'heure. Okay. Mais on peut également demander à IBP de lancer la prévision avec les assignations et on voit ici qu'effectivement, on a à disposition la segmentation. Et donc là, je viens de lancer interactivement un calcul qui va faire appel au cluster. Et on devrait normalement effectivement voir un certain nombre de différences, bien entendu, si mes clusters sont bien adaptés. Hein. Donc là, ça c'est effectivement la réponse en prévision ici me semble un petit peu inadéquate. Il faudrait que je retouche mes clusters de façon à pouvoir bien les caler en fonction du cluster concerné. Okay. Donc c'est à choix, c'est pas rédhibitoire, enfin je sais pas comment dire, exclusif. On peut très bien travailler en clustered forecast associé à de l'assignation effectivement spécifique dans les cas où vous ne souhaitez pas avoir cette manière dynamique de suivre la vie de l'article pour associer un modèle de prévision. Voilà. Donc voilà, ceci conclut la présentation de cette modalité de calcul des prévisions, laquelle fait appel à de la segmentation, flexible de par les axes, flexible de par les formules qui permettent de valoriser ces axes. Ici, X, Y, Z, sporadicité, life cycle, mais ça pourrait être tendance, ça pourrait être saisonnalité, qu'importe, c'est vous qui décidez. Et donc, qui fait appel aux nombreux algorithmes de prévision de SAP IBP et lesquels également peuvent nous permettre d'agréger des données sur l'axe temporel à convenance. Voilà. C'était l'objet de cette présentation. Maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. Et pour ce faire, donc, de rester à votre écoute et bien volontiers, nous répondrons à toutes vos questions concernant cette modalité et d'autres questions plus largement sur SAP IBP, bien entendu, si vous le souhaitez. Merci.